Moi, j'ai une formule que je répète depuis longtemps, vous me pardonnerez de vous l'infliger à nouveau. La gauche était si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être critiquée pour se croire assiégée, et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Alors Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à chez nous, chez Boulevard Voltaire. Vous êtes un visage qu'on a presque plus besoin de présenter à nos lecteurs, nos fidèles téléspectateurs qui vous connaissent bien, et les téléspectateurs de CNews également. Je rappelle toutefois que vous êtes sociologue, diplômé de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes enseignant, essayiste, écrivain, chroniqueur. Vous êtes un visage clé, notamment des émissions de Christine Kelly, notre amie qu'on ne présente plus également. On peut vous lire dans le Figaro, au Journal du Québec, on vous a vu chez Europe 1, peut-être un jour chez Boulevard Voltaire. Je rappelle aussi que vous avez publié plusieurs ouvrages. Alors on a ici le multiculturalisme comme religion politique, avec une main qui rappelle celle de SOS Racisme. Plus récemment, vous avez écrit sur la révolution racialiste et autres virus idéologiques aux éditions Presse de la Cité. C'est d'ailleurs là que vous publiez Le totalitarisme sans le goulag, votre dernier livre. Donc vous y parlez de cette assignation à résidence que la gauche nous fait d'être systématiquement d'extrême droite. Je dois dire que vous êtes un de nos amis les plus fidèles. Vous nous avez soutenus à plusieurs reprises. Je dois particulièrement, personnellement, vous remercier quand il nous est arrivé, nous-mêmes journalistes de Boulevard Voltaire, d'être agressés par des antifas ou des journalistes de gauche. Vous avez été un des premiers à dénoncer ces événements et à nous apporter un grand soutien. Donc merci beaucoup. J'ai essayé d'être au même niveau d'élégance que vous aujourd'hui, mais en tout cas, c'est compliqué. Et je dirais qu'il nous manque une seule chose dans votre livre, c'est votre célèbre accent québécois, mais qu'on imagine en parcourant votre livre. Donc je le disais, Le totalitarisme sans le goulag, aux éditions La Cité. Alors, il y a plusieurs actualités qui nous intéressent aujourd'hui et pour lesquelles on aimerait avoir votre regard parce qu'ils permettent d'illustrer votre livre. Mais d'abord, j'ai une question un petit peu provocatrice qui va certainement vous permettre de résumer brièvement l'idée générale de votre essai. Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous êtes un fasciste d'extrême droite ? Je ne crois pas, non. Alors, un fasciste, assurément pas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis un démocrate libéral convaincu. Dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je suis de ceux qui admirent ceux qui ont été très lucides dès le début par rapport au totalitarisme fasciste et nazi, donc Churchill, qui dès les années 30 comprend ce qui se joue en Allemagne, le général de Gaulle qui comprend très rapidement ce dont il est question, Raymond Aron qui comprenait très rapidement ce dont il était question. Donc la question fasciste, c'est le moins qu'on puisse dire, non seulement je ne crois pas, mais absolument pas. Et là, vous êtes d'extrême droite, et donc bascule sur le livre. C'est-à-dire, pour ce qui est de l'extrême droite, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Parce que ce concept sert à mettre dans la même catégorie les fascistes, que vous venez de mentionner, les nazis, mais aussi le général de Gaulle de temps en temps, mais aussi Churchill de temps en temps aujourd'hui. Rappelez-vous la statue qu'on a attaquée, parce qu'apparemment Churchill appartiendrait désormais à la catégorie des Occidentaux dont on doit se débarrasser. Mais ça sert aussi à désigner en France, en ce moment, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Marion Maréchal, mais aussi Laurent Wauquiez, et pourquoi pas de temps en temps Bruno Retailleau, et aussi François-Xavier Bellamy. Mais ça va encore plus loin, parce que le terme a été utilisé depuis un an pour désigner Emmanuel Macron, qui a été assimilé à Pinochet, on l'a pinochétisé, pour doriotiser Fabien Roussel, qu'on a assimilé donc à Jacques Doriot, donc vous voyez la liste. En fait, il n'y a que Mélenchon qui n'est pas d'extrême droite. Ah, vous vous trompez, cher ami, parce que Mélenchon lui-même s'est fait extrême droitiser suite aux événements d'Israël, donc de l'agression du Hamas contre Israël. Et certains ont dit, en fait, la vraie extrême droite, c'est Mélenchon. Donc, à votre question, j'y réponds en deux temps. Fasciste, absolument pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, le terme antifa, ça je réponds très rapidement. Le mot antifa, faut jamais se tromper, Aron le disait assez rapidement, et François Furet nous l'a rappelé dans un de ses livres importants, Le passé d'une illusion.
L'antifascisme, entre guillemets, le côté antifa, à l'origine, c'est une technique de propagande soviétique non pas pour combattre le fascisme, on est tous d'accord, c'est le moins qu'on peut se dire, mais pour assimiler au fascisme toute forme d'opposition au socialisme et au communisme. Et de la même manière aujourd'hui, la logique antifa ou le concept d'extrême droite sert à assimiler à l'extrême droite tous ceux qui s'opposent au régime diversitaire. Donc voilà pourquoi dans votre question, il y avait, je crois déjà, une partie des ambiguïtés de l'époque. Si on était culotté, on irait même jusqu'à rappeler que le fascisme est d'origine révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce qu'on assimile à l'extrême droite, entre guillemets, quelquefois, c'est la droite dite contre-révolutionnaire. Donc, vous voyez, le concept d'extrême droite est un concept qui nous empêche de penser, par exemple, la singularité du fascisme, mais qui nous empêche aussi de penser des choses qui n'ont absolument rien à voir avec lui. Il crée une catégorie d'amalgame, il assimile au fascisme des choses qui n'ont rien à voir avec le fascisme. De ce point de vue, vous me pardonnerez cette réponse un peu longue à votre première question. Alors, on y reviendra puisque vous la développez dans votre livre, mais d'abord plusieurs faits d'actualité que je vous donne comme ça, car j'aimerais avoir votre réaction dessus. Ça va illustrer votre livre. Vous verrez, alors sans trop entrer ensuite dans le détail de votre livre pour ne pas spoiler, ou que dis-je, pour ne pas divulgacher à nos lecteurs. D'abord, au moment où nous tournons cette vidéo, il se murmure que Gabriel Attal pourrait devenir Premier ministre après avoir été brièvement à l'Éducation nationale. Est-ce qu'un Gabriel Attal à Matignon serait une bonne nouvelle pour la lutte contre le totalitarisme dont vous parlez, ou est-ce qu'il est le symbole d'une Macronie qui serait le ciment d'un wokisme que vous dénoncez? Alors, je pense que Gabriel Attal est un homme assurément de qualité. En ces matières, la politique, c'est une question d'hommes, de femmes. Lui ou quelqu'un d'autre, vous avez peut-être un autre pronostic. Oui, non, mais alors, pour l'instant, je ne sais pas s'il sera Premier ministre au moment où nous parlons. Il se peut que finalement il le soit. Mais si on s'attarde à son personnage, pourquoi a-t-il gagné tant de popularité en aussi peu de temps? Gabriel Attal s'est emparé de questions qui vont de soi pour les Français. Par exemple, le fait qu'il y a une islamisation de l'école, avec la question de la baya à l'école. Il est emparé de la question de l'effondrement du niveau. Par tous constatés, sauf par la clique pédagogiste, les idéologues du pédagogisme qui ont voulu déconstruire le savoir plutôt que le transmettre. Il a aussi, on a cessé de dire tout cela, par exemple sur la question de la baya, c'est impossible. Il dit, pas du tout. Moi, je le veux et je le fais. Donc, il a réhabilité la volonté politique. Donc, il a construit sa popularité et sa légitimité toute nouvelle autour d'une transgression, plus que raisonnable, du politiquement correct. Alors ensuite, il appartient au camp de la Macronie, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut voir que la Macronie, c'est une famille très vaste qui rassemble tout à la fois Pap Ndiaye et Gabriel Attal. Oui, on rappelle qu'il vient des jeunesses socialistes. Bien sûr, mais ce qui est intéressant dans la Macronie, c'est qu'il y a deux manières de lire ce phénomène. Il y a un noyau idéologique de la Macronie, c'est l'européisme, c'est-à-dire cette idée d'une Europe post-nationale qui doit se constituer une souveraineté européenne qui serait la prochaine étape de l'histoire de cette civilisation. Ensuite, la Macronie peut dire une chose et son contraire. On l'a vu au moment de la présidentielle, le premier tour s'est joué presque sur une ligne Pécresse et le deuxième tour s'est joué sur une ligne quasi mélenchoniste. Qu'est-ce qui se cachait derrière ça? C'est que la Macronie, ce n'est pas qu'une idéologie, c'est aussi, je dirais, la doctrine d'un milieu, du bloc élitaire, aujourd'hui pour reprendre la formule d'un autre. C'est la doctrine, ou c'est le réflexe de survie du corps central d'une société qui se sent menacée par l'émergence d'une autre classe politique, qui se sent menacée par un autre projet de société, entre guillemets, qui a la tendance à extrême droitiser. Et cette caste, donc ce milieu, ce bloc central, est prêt à emprunter tous les discours pour se maintenir. S'il doit parler comme Pap Ndiaye ou comme M. Mélenchon pour se maintenir, il va le faire. S'il doit parler comme Gabriel Attal ou Jean-Michel Blanquer autrefois pour le faire, il va le faire. Donc c'est d'abord et en tout, c'est un réflexe, je dirais, de classe et de caste. C'est un milieu, on l'a vu au moment des retraites, mais pas seulement, c'est le réflexe, ce qu'on appelle quelquefois de manière un peu moqueuse l'extrême centre, terme revendiqué par Emmanuel Macron, cela dit. Qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que finalement, une bonne partie des élites aujourd'hui veut se barricader dans les institutions de la République, en disant, finalement, le peuple est dangereux, le peuple est factieux, le peuple est inquiétant. Et parce que ce peuple est inquiétant, le peuple n'est plus que populisme, le populisme étant l'extrême droite, on connaît le raisonnement par cœur. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il faut sauver la démocratie, assimiler à l'état de droit, réduite à l'état de droit, qui lui-même se résume aujourd'hui au gouvernement des juges et au multi-étagier administratif et juridique. Eh bien, on dit qu'il faut sauver la démocratie, version état de droit, du peuple, version populiste. Donc, quand vous avez toute cette espèce toute cette construction mentale, vous voyez que Gabriel Attal, c'est un bon élément, assurément,
de ce bloc central et qui est appelé pour contenir l'émergence, on redoute, d'une classe politique alternative, parce que la France, qui est un pays qui connaît des crises de régime à répétition au fil de son histoire, est en ce moment dans une crise de régime. Une crise de régime, Marcel Gauchet, grand sociologue, philosophe, historien des idées, enfin, grand penseur français, dit la question de l'immigration risque d'être à la 5e République ce que la question d'Algérie a été à la 4e, c'est-à-dire une question qui déborde à ce point la capacité d'action du régime. Et qui pourrait faire exploser cette République. Alors, exploser, le terme est fort, mais qui pourrait amener le congédiement de l'ensemble d'une classe politique pour la remplacer par une autre. Ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est la gauche gagnait, la droite gagnait, la gauche gagnait, la droite gagnait, mais tout ça dans les mêmes paramètres. Là, on pourrait connaître une forme de renouvellement de la classe politique en profondeur si émergeait effectivement une forme d'alternative que certains disent populiste, conservatrice, appelez ça comme vous le souhaitez. Il y a différentes manières de la nommer. Et ça, parce qu'il y a cette peur devant cette émergence, il y a une forme de radicalisation autoritaire, d'ailleurs, du discours dominant. On réduit tout désaccord à la haine, à l'extrême droite, je le disais. Donc, voyez ce portrait. Gabriel Attal est un élément talentueux dans tout cela, qui est appelé pour contenir ce que l'on croit être la grande alternative au moment des élections européennes, notamment, mais pas seulement. Alors, autre fait d'actualité polémique qui marque en ce moment la société française, c'est l'affaire Depardieu. Alors, vous me direz quel rapport avec le totalitarisme et le wokisme. Moi, j'en vois un, c'est qu'on nous explique, en tout cas les néo-féministes, ces mouvements de vous assimiler, vous, à une forme de wokisme, nous expliquent qu'il ne faut surtout pas genrer les comportements et qu'il y a, ce que vous dites dans votre livre, une forme de fluidité sexuelle, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont deux notions qu'il ne faut plus distinguer et qu'ils peuvent tout à fait avoir les mêmes comportements. Sauf quand il s'agit, on le voit en ce moment, quand il s'agit des agressions sexuelles ou des comportements, un petit peu ce qu'on appelle dans le milieu du cinéma les promotions canapé, il n'y a que les hommes qui pourraient avoir ce type de comportement. Alors, effectivement, quantitativement, on imagine bien que ça relève plus d'un comportement masculin. Néanmoins, ça vient déconstruire cette notion de la gauche qui nous explique qu'il ne faut pas genrer. Est-ce que vous voyez dans l'affaire Depardieu la façon dont on essaye de détruire une forme de cette figure des années 70, du mâle blanc hétérosexuel, certainement, et la justice nous le dira, violent, agressif envers les femmes. Est-ce que vous y voyez une forme de wokisme et de totalitarisme néo-féministe qui veut abattre l'homme? Je distinguerais plusieurs choses dans l'affaire Depardieu. Les commentaires, souvent, qui ont beaucoup circulé sur Twitter, en fait, dans complément d'enquête, je pense en Corée du Nord, sont évidemment condamnables. On ne parle pas comme ça des femmes, point final. Je veux dire, ça s'arrête là. Et on condamne évidemment, et la justice nous dira... Un homme civilisé ne s'exprime pas de cette manière à propos des femmes. Parfait. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la tentation par certains... Puis oui, évidemment, la question des agressions sexuelles, c'est des agressions, qui s'est avéré, il y aura condamnation. C'est parfait. Tout ça, pour moi, va de soi. Là, on bascule dans le domaine de l'inquiétant, c'est ceux qui nous disent, eh bien, comme on l'a vu avec la RTBF, mais pas seulement, en Belgique, il ne faut plus diffuser les films de Depardieu où il est l'acteur principal et tout ça, parce que cet homme, finalement, agirait à la manière d'un principe de contamination des œuvres auxquelles il est associé. Et ça, pour moi, c'est à ce moment que ça devient inacceptable, c'est-à-dire sacrifier la culture, congédier des œuvres, parce que l'homme qui a incarné cette œuvre n'est pas moralement, irréprochable. Là, c'est un problème, parce que c'est la même logique que le déboulonnement des statues, mais appliqué donc au cinéma, et demain, évidemment appliqué à la littérature. En fait, c'est déjà le cas aussi, il ne faut pas se tromper. Oui, de même, j'allais vous citer un autre exemple, de venir interrompre la chef d'orchestre, Madame Venezzi, à Nice, parce qu'elle serait proche de Giorgia Meloni, avec une banderole « Pas de facho dans nos opéras ». Ou pour vous donner un autre exemple qui s'est passé dans le monde anglo-saxon, cette fois, Jordan Peterson, dont je suis assez critique sur bien des points par ailleurs. Je pense que c'est en 2020-2021, il sort un livre, enfin 2020, il y a une révolte dans la maison d'édition en disant on ne peut pas accepter de tels propos portés par notre maison d'édition. Donc, une révolte du personnel de la maison d'édition contre la publication d'un livre. Donc, moi, je distingue vraiment là-dedans les propos de Depardieu que je trouve plus que regrettables, que je trouve condamnables en tant que tels. La question des agressions, qui est une question juridique. Et ensuite, la tentation d'effacer les œuvres, d'effacer la culture. C'est le principe de l'encyclopédie soviétique. Vous n'êtes plus dans les grâces du régime, on vous efface de l'encyclopédie soviétique. Et ça, je trouve que c'est absolument regrettable. Ensuite, dans le jeu des pétitions, que je trouvais, c'est la polémique du temps des fêtes à certains égards, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'on sait tous ces acteurs qui ont signé la pétition pour Depardieu,
Et pourquoi décident-ils de retirer leur nom ensuite? Parce que l'homme à l'origine de la pétition a été exposé dans certains médias sur le mode Pravda à la manière d'un type absolument infréquentable et condamnable et tout ça. Il y a cette assignation à résidence d'extrême droite, c'est pour ça que je vous donnais cet exemple. Et ce qui est intéressant sur ça, c'est que là, toute une série de comédiens que je suppose que ces comédiens savent lire. Quand ils ont vu le texte de la pétition, ils savaient ce qu'ils lisaient, ils le voyaient. Et peu importe qui est à l'origine de la pétition, à moins qu'encore une fois, il y ait un principe de contamination, ils ont signé sachant ce qu'ils signaient. Et là, ils retirent leur signature les uns après les autres. Je trouve que ce bal des pétitions des uns des autres... Par ailleurs, je vous avouerai, le réflexe pétitionnaire, mais fondamentalement, m'exaspère profondément. Je déteste cette manie de faire tribune contre tribune, pétition contre pétition. Ma pétition est plus grosse que la vôtre et tout ça. Il y a quelque chose là-dedans d'agaçant. Donc, c'est une question assez complexe qu'on a voulu noyer dans le pour ou le contre, le gentil ou le méchant, ou le vertueux ou l'impur. C'est une question qui me semble assez complexe, mais la manière de la traiter médiatiquement en disait beaucoup sur l'absence du sens des nuances propres à l'époque. Alors, dernier fait d'actualité, et vous l'avez déjà évoqué avec Jean-Luc Mélenchon et la question d'Israël. On l'a vu le 7 octobre, crime horrible commis par le Hamas, réponse d'Israël par la suite. Récemment, Mathilde Panot ne condamne pas vraiment, en tout cas ne se félicite pas de la mort du numéro 2 du Hamas. Elle trouve des prétextes pour ne pas s'en féliciter. Elle répondait récemment chez nos confrères de BFM qu'elle ne se félicitait pas forcément qu'on expulse des délinquants étrangers en France. Donc on sent qu'il y a une espèce voilà, il y a une tergiversation de la gauche, notamment de la France Insoumise sur cette question. Ils ne participent pas à la manifestation contre l'antisémitisme. On voit qu'il y a une forme de duplicité sur ces questions. On se demande comment ils se positionnent, si même ils n'iraient pas jusqu'à soutenir le Hamas, comme on l'avait vu avec Daniel Obono. Est-ce que, et en plus, et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on explique que tous ceux qui soutiennent Israël seraient d'extrême droite. C'est la position de la NUPES. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de terrorisme intellectuel là-dessus, d'assignation à résidence, encore une fois? Oui, mais surtout, ce qui est assez fascinant, c'est l'incapacité d'abord et avant tout, mais c'est une querelle qui date de presque 2 mois maintenant, à assimiler le Hamas au terrorisme. C'est assez fascinant, la dédramatisation d'une agression qui relève de la logique du pogrom, qui a été finalement présentée en disant « Ah, mais c'est un geste... » Enfin, on a présenté dans cette frange de la gauche l'agression du Hamas comme une riposte contre Israël. Franchement, là, on appelle ça que c'est quand même l'art de reconstruire le récit de manière qui relève d'une falsification du réel. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs de cette façon de réécrire le réel pour s'inventer un nouveau monde. En fait, c'est que le réel ne compte plus, le réel ne passera pas. Donc on falsifie les événements pour les présenter de telle manière qu'ils cadrent avec l'idéologie, dans ce cas-là l'idéologie anti-occidentale, antisémite. Oui, en fait tout ça mis ensemble, qui est porté par une partie de la gauche radicale. Cela dit, ce qui était assez fascinant dans cette séquence, c'est l'idée, on nous dit, Israël est fondamentalement un État, qu'il y a des choses à critiquer en Israël, ça va de soi. Que la politique du gouvernement israélien soit condamnable à bien des égards, cela va de soi. Pour moi, la question ne se pose pas là. L'enjeu, c'est que c'est la condamnation de la légitimité même d'un État d'Israël en disant le peuple juif ne devrait pas avoir droit à l'existence politique. Ça, c'est quand même... Ça, c'est basculé. Autant, moi, je suis pas très original sur cette question. Moi, je crois à la solution des 2 États. Elle est compliquée à construire, mais elle doit demeurer l'horizon historique. C'est-à-dire, autant les Palestiniens ont droit à leur État, ça me semble indéniable, autant le peuple juif a le droit au sien, qui s'appelle l'État d'Israël. La composition politique, c'est... À l'échelle de l'histoire, il faut espérer une solution, mais ça doit demeurer, à mon avis, l'horizon de toute réflexion et de toute action en la matière. Mais l'extrême droitisation de toute forme de sympathie pour Israël relève évidemment de cette logique de diabolisation qui est au cœur de la pensée de la gauche radicale. Alors, on va venir à votre livre, quand je l'ai parcouru, ça m'a fait penser à 2 citations. L'une que vous connaissez bien de Philippe Meuret, disant que la gauche ne dérape jamais, puisque la gauche est la glace. Donc c'est elle qui impose son prisme idéologique. Et une autre citation qui est celle plus ancienne du comte de Chamfort, qui disait « En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. » En fait, ces 2 peuvent s'appliquer un petit peu, font résonner le prisme défendu dans votre livre. Mais d'abord, avant d'entrer vraiment dans le sujet, puisqu'en fait, on vous expliquait qu'on nous assigne à l'extrême droite et au fascisme. D'abord, comment peut-on définir aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, le totalitarisme? C'est quoi le totalitarisme et c'est quoi l'extrême droite, si tant est qu'il existe une extrême droite? Alors, le totalitarisme, on pourrait dire que c'est
la tentation religieuse de la modernité. Je m'explique. La modernité porte en elle une tentation totalitaire qui est irrépressible, qui toujours ressurgit. Comment elle se présente à nous? Eh bien, c'est cette idée que puisqu'on ne croit plus au ciel, ça appartient au droit de chacun d'y croire ou non, on a décroché le paradis du ciel pour le promettre sur terre. On a dit, il est possible de construire sur ce monde, en ce monde une société délivrée du mal. Qu'est-ce que ça veut dire une société délivrée du mal? Une société délivrée de ses contradictions, les contradictions qui font le politique, les contradictions qui font le tragique de l'existence humaine. Donc une société qui synthétiserait le vrai, le juste, le bien, le beau. Mais ça, cette promesse d'une société délivrée, ça prend la forme d'une révélation religieuse. Pardonnez-moi. Une révélation religieuse, c'est-à-dire qu'il y a une saine doctrine, et avant, ceux qui ne sont pas éclairés par cette doctrine sont dans des ténèbres, et après, il y a ceux qui sont éclairés par cette doctrine et qui prétendent justement œuvrer à l'émancipation radicale du genre humain. Mais si vous dites ma doctrine, c'est l'émancipation radicale du genre humain, mais votre adversaire, c'est pas seulement quelqu'un qui voit les choses autrement, c'est quelqu'un qui est contre l'émancipation du genre humain. Donc, c'est un ennemi de l'humanité. Dès lors, tout est permis contre lui. Donc, premièrement, il y a cette prétention au monopole du vrai, du juste et du bien. Ensuite, à partir du moment où vous avez cette prétention-là, il y a la volonté de contrôler, généralement, non seulement les pensées, mais les arrière-pensées, de contrôler les mécanismes de socialisation, d'avoir une société de transparence absolue pour qu'on puisse voir tout ce que je dis, pensée, arrière-pensée, pour qu'on puisse contrôler les mécanismes de socialisation, contrôler les réflexions, contrôler les interactions sociales. Et tout ça, pourquoi je dis le totalitarisme sans le goulag? Parce que cette ambition de contrôle total qui s'accompagne toujours d'une utopie. Je l'ai dit, hier, c'était l'utopie marxiste ou communiste. Aujourd'hui, c'est l'utopie diversitaire. Mais dans tout ça, le goulag est absurde. C'est une horreur absolue du 20e siècle. Tout comme les camps de concentration de l'autre côté. Donc, la logique concentrationnaire est propre du 20e siècle. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la logique totalitaire peut se détacher de ces horreurs historiques et se déployer dans des formes politiques nouvelles où l'ambition de contrôle social total et se réactive sans par ailleurs passer par le chemin de la barbarie tel qu'on l'a connu. Ça, c'est la question du totalitarisme. L'extrême droite, c'est autre chose. Oui, parce que pour comprendre pourquoi on ne serait pas d'extrême droite, il faut définir ce qu'est l'extrême droite. Est-ce que ce qu'on a vu là récemment, alors où nous tournons cette vidéo, des scènes qui auraient été diffusées en Italie de militants associés a priori à des mouvements néofascistes qui tendent la main, comme on l'a vu dans des groupuscules nazis à l'époque, est-ce que ça, c'est l'extrême droite? Alors parfois, on peut avoir le doute maintenant ça va être l'intelligence artificielle, on peut créer ce qu'on veut comme vidéo, celle-là sera a priori authentique et réelle, de ce qui s'est passé en Italie. Est-ce que c'est ça l'extrême droite? Alors, j'y reviens. Ça, ce qu'on a vu en Italie, c'est du néofascisme. Pas de doute là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté en la matière. Et c'est qui aurait la nostalgie du fascisme, quelqu'un qui a assez mal compris le 20e siècle. Hein. Moi, des gens qui manquent de gravité dans le bras droit, un peu à la manière du docteur Folamour dans le film de Kubrick, me semblent des gens qui ont une lecture de l'histoire particulièrement mal avisée. Franchement, cette scène-là est absolument insensée. Et pardon, est-ce que ça a un lien avec Giorgia Meloni? Certains associent ça à la personnalité de Giorgia Meloni. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce que je sais, c'est que le rassemblement, les scènes qu'on a vues sont absolument condamnables. La question n'est pas là. Ensuite, le concept d'extrême droite, c'est autre chose. Donc, on a commencé cet entretien en distinguant fascisme et extrême droite. Pourquoi? Le fascisme, c'est une chose, c'est historiquement documenté. En fait, je vous dirais, prenez des doctrines, le communisme, le socialisme, le libéralisme, le conservatisme, le fascisme. Vous avez des gens, ce sont des doctrines qu'on peut apprécier ou non, entre guillemets, mais qui sont revendiquées. Vous avez des gens pour dire, je suis communiste, je suis libéral, je suis conservateur, je suis bon. Mais extrême droite est une catégorie jamais revendiquée, parce que c'est une catégorie d'une autre nature. Le concept d'extrême droite s'inscrit dans une autre généalogie, qui est enfin, à l'origine, c'est le clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite, comment se constitue-t-il? La gauche s'auto-proclame gauche, parce que la gauche se présente comme telle. D'ailleurs, les gens de gauche ont vraiment le souci d'être de gauche. Dieu sait que c'est important pour eux d'être de gauche. Si on cite Antoine Léaumont, il se revendique robespierriste, par exemple. Fabien Roussel se revendique communiste. La nostalgie de la terreur, c'est particulier. Yann Brossat, qui a adjoint à la mairie de Paris, se revendique presque trotskiste. Enfin, je veux dire, il assume. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, d'un côté, on a la gauche qui s'auto-proclame gauche et qui renvoie à droite tous ceux dont elle ne veut pas. Mais il ne suffit pas d'être de gauche, il faut le demeurer, parce que la gauche est un bougisme. Et ce qui la caractérise, normalement, ce sont les avant-gardes. Et les avant-gardes, aujourd'hui, c'est l'avant-garde diversitaire, les nouvelles revendications diversitaires qui émergent. Si vous ne vous ralliez pas aux nouvelles revendications des avant-gardes, eh bien, vous basculez, vous dérivez à droite. Donc là, finalement, la gauche, qu'est-ce que c'est? C'est une purge permanente. Donc, première étape.
Deuxième étape, la gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite ce dont elle ne veut pas. Mais là, il y a deux catégories de gens qui sont renvoyés à droite. Il y a ceux qui sont renvoyés à droite et qui sont assez malheureux et finalement se disent ben, on est d'accord avec les objectifs de la gauche, mais pas avec les moyens. On est d'accord, donc ce que j'appelle, moi, une gauche 15 minutes en retard, hein, une gauche au ralenti, une gauche pâle. Ça, c'est ce qu'on va appeler la droite républicaine. La droite républicaine, ça va être la droite qui, finalement, évolue dans le périmètre de respectabilité médiatique tracé par la gauche. Elle existe encore aujourd'hui? Ben, elle existe, une bonne partie de la classe politique fonctionne selon ces codes-là. Et ce que la gauche nomme extrême droite, c'est cette frange de la droite, entre guillemets, on garde le raisonnement à l'esprit, qui n'accepte pas d'évoluer dans le système de respectabilité politico-médiatique tracé, défini, fixé par la gauche, et qui, parce qu'elle n'accepte pas d'évoluer dans ce périmètre, est renvoyée à l'extrême droite. Donc la gauche nomme extrême droite la droite qui ne se soumet pas moralement à elle. Ce serait Marine Le Pen, Éric Zemmour en France, Éric Ciotti peut-être? Mais beaucoup de gens, le problème c'est que j'y reviens, De Gaulle, 58. De Gaulle, 58, revient au pouvoir et on dit le fascisme ne passera pas. Oui, vous citez une affiche du Parti communiste qui disait De Gaulle, c'est le fascisme. Oui, c'est comme De Gaulle. De Gaulle, c'est le fascisme. C'est quand même... Ça a été dit de Jacques Chirac d'ailleurs. Oui, aussi. mais Facho Chirac, c'était le surnom qu'on lui donnait. Donc faites la liste des gens à qui on a collé l'étiquette facho au 20e siècle, alors que, je le dis, le fascisme, c'est historiquement identifiable. Le nazisme, c'est identifiable. C'est le mal absolu. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus, on le connaît, le nazisme. Le fascisme, c'est identifiable, on sait ce que c'est. La réaction, dans les régimes nationaux, réactionnaires, chrétiens, on sait ce que c'est au 20e siècle. Le libéralisme, on sait ce que c'est. Le conservatisme, on sait ce que c'est. Le centre-droit démocrate chrétien, on sait ce que c'est. Faites le nationalisme autoritaire, tendance bonapartiste, on sait ce que c'est. Le concept d'extrême droite prend toutes ces choses qui n'ont pas vraiment à voir l'une avec l'autre et vient amalgamer tout ça, en plus d'y ajouter, ne l'oublions pas, les libertariens, en plus d'y ajouter les conservateurs culturels, en plus d'y ajouter, et là, c'est un concept d'un homme de la presse de gauche qui, parlant de Fabien Roussel, je le disais, appelle ça la gauche d'extrême droite. Donc, moi, j'entends les critiques qu'on me formule. Je n'ai jamais dit, par exemple, que le fascisme n'existait pas. Mais bien sûr que non. Que le nazisme n'existait pas. Bien sûr que non. Il faut être fou pour dire ça. Je dis que le concept d'extrême droite, comme concept pour cartographier la vie politique et identifier une famille politique et être capable de la reconnaître et être capable de lire, ça, c'est un concept qui est sans pertinence pour être capable de décrire la vie politique. J'ajoute une chose. Quand la gauche dit d'un homme ou d'une femme ou d'une idée, c'est d'extrême droite, eh bien, il y a une mécanique de diabolisation. Parce qu'on n'utilise jamais le mot extrême droite simplement pour décrire, mais pour décrier, pour catégoriser, mais pour disqualifier. On parle même d'ultra-droite maintenant. Oui, alors ça c'est un concept qui vient des services de renseignement. C'est assez intéressant parce que ce concept-là, ça a au moins la pertinence d'être clairement défini. C'est la tentation insurrectionnelle d'une droite, comme vous voulez, en fait, des mouvements généralement néofascistes tentés par la violence. Bon. Ça c'est clair, on sait de quoi on parle. Mais le concept d'extrême droite, puis ça j'en ai parlé, j'en parle dans le livre évidemment, faites le tour des études sur l'extrême droite, hein, dans l'université, tout ça, vous allez reconnaître, même, surtout chez les meilleurs spécialistes de la chose, ils vont reconnaître que le concept est polémique avant de relever de la science politologique. Ils vont reconnaître que c'est un concept qui, d'abord, ne trouve jamais d'ancrage conceptuel véritable. Mais ils disent, on va s'y tenir néanmoins, et là c'est génial, on va dire, parce qu'il y a une littérature scientifique qui y fait référence. Oui, mais le problème, c'est que cette littérature scientifique repose elle-même sur ce concept qui est un concept troué et qui coule. Alors, est-ce qu'il serait possible de remettre en question ce concept pour chercher ensuite à distinguer tout ce qu'on amalgame à travers ça, et surtout, est-il possible d'identifier la fonction du concept d'extrême droite? Et sa fonction, je le dis, c'est une fonction d'ostracisme, d'exclusion sociale, d'exclusion politique, parce que vous savez, quand on dit de quelqu'un qui est d'extrême droite, la gauche dit « Ah, mais on ne débat pas avec l'extrême droite, on la combat ». Et on la combat comment? En cherchant à la faire taire. Et là, il y a des moments aussi. Qui décide qui est l'extrême droite? C'est très intéressant. Et qui nous met en danger, en plus. Je rappelais en début de ce tournage ce qui a pu nous arriver, ce qui a pu m'arriver personnellement en étant assigné comme journaliste d'extrême droite, ce qui pourrait vous arriver. Notre directrice de la rédaction, Gabrielle Cluzel, a déjà été menacée de mort. Christine Kelly, menacée de mort parce que, non pas perçue comme étant d'extrême droite, mais interrogeant l'extrême droite sur son plateau, souvenez-vous, avec Éric Zemmour. Donc, ça nous met en danger, en plus. Ah, mais bien sûr. Puis ça peut entraîner des conséquences. J'en parle
de dernier chapitre avant la conclusion, il y a une déchéance des droits civiques des gens qui sont associés à l'extrême droite. On peut dissoudre des associations politiques, on peut être privé de compte bancaire, on le voit de plus en plus. Il y a des complications très réelles au fait d'être étiqueté de cette manière. On a l'impression que la gauche, non pas notre disparition intellectuelle, mais notre disparition physique. Oui, mais non, elle en rêve. Une partie d'entre elles, à tout le moins, rêve tout simplement d'en finir. Parce que si vous représentez le mal... En fait, si vous représentez le mal, si vous êtes vraiment... Si il est avéré que vous êtes nazi, fasciste, raciste, sexiste, tout ça, alors là, vous êtes le mal sur Terre. Et avec le mal, on ne cherche pas à l'accommoder. On ne lui sort même pas la main. C'est la logique de ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qui décide qu'il y a l'extrême droite. J'y reviens un instant parce que ça me semble fondamental. Au moment de l'affaire, de la nomination de Geoffroy Lejeune à la direction du JDD. Alors là, l'AFP... On en profite pour saluer nos confrères du JDD. Alors, Geoffroy Lejeune, un type remarquable, intelligent, brillant, non seulement un bon journaliste, mais un bon directeur de journal. C'est pas rien, c'est vraiment un type pour qui j'ai beaucoup d'estime. Geoffroy Lejeune, on dit, à l'AFP, il est marqué à l'extrême droite. Alors moi, j'ai posé la question tout de suite, j'avais écrit aux gens de l'AFP, mais ils ne m'ont pas répondu. Qui est le marqueur? Qui a le pouvoir de marquer ou non à l'extrême droite? C'est un pouvoir immense, parce que si on vous marque à l'extrême droite, vous savez les conséquences qu'il y a au fait d'être ainsi étiqueté. Qui a ce pouvoir de marquer ainsi? Est-ce que c'est Libération? Est-ce que c'est Le Monde? Ensuite, donc ça c'est premièrement, le concept de marquer à l'extrême droite présuppose l'existence du marqueur, présuppose l'existence du marqueur légitime. Je veux savoir, moi, parce que s'il y a un comité des marqueurs légitimes pour savoir qui porte quelle étiquette, je veux y participer. Et alors, qui marque? En fait, ce qu'on voit, c'est l'idéologie dominante, le préjugé progressiste qui est au cœur des médias. Ensuite, il y a un autre élément qui me semble important. Comment définir ce qu'est un homme d'extrême droite? Ça m'a beaucoup amusé quand j'ai écrit le bouquin. Est-ce que c'est quelqu'un qui adhère à une idée d'extrême droite? Alors, reste à savoir quelles sont les idées d'extrême droite, là, mais à une idée, une majorité d'idées d'extrême droite? Est-ce qu'on peut avoir été d'extrême droite et ne plus l'être? Est-ce que c'est parce qu'on a une nature d'extrême droite qu'on embrasse des idées d'extrême droite? Ou c'est parce qu'on embrasse des idées d'extrême droite que soudainement notre nature change? Mais ce qui est certain, c'est que l'homme d'extrême droite, entre guillemets, n'est pas un homme comme les autres. C'est quelqu'un qui appartient à un autre type d'humanité, la part mauvaise marquée par le mal. Alors moi, je dis, retrouvons une manière de catégoriser la vie politique qui nous permette de nommer les phénomènes dans leur vraie diversité idéologique. Puis je le redis, juste pour qu'on me comprenne bien, une fois pour toutes, il y a des fascistes, il y en a eu, il y en a plus beaucoup, hein, mais il y a eu des nazis. Heureusement, il n'y en a plus, mais bon, il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a des écologistes, il y a des libéraux, il y a des conservateurs, il y a tout ça. Il y a des nationalistes, il y a des cosmopolites. Nommons les familles politiques à partir de termes dans lesquels elles se reconnaissent et par lesquels on peut les reconnaître. Mais si vous cherchez à nommer la vie politique en cherchant à partir du concept d'extrême droite comme on le fait aujourd'hui, qui est le mal politique de notre temps, qui fonctionne sur le mode de l'ostracisme, eh bien, vous ne serez pas capable de penser la diversité du phénomène politique tel qu'il se présente à nous. Et en dernière instance, vous fabriquez simplement des parias à répétition. Alors, c'est très intéressant cette longue pédagogie que vous avez fait. Elle incarne, elle illustre la phrase, j'avais noté, vous avez écrit, notre système de repérage du totalitarisme est enfermé dans le XXe siècle, hein, c'est ce que vous avez dit, désuet, et doit être mis à jour, vous venez de le faire, sans quoi nous ne parviendrons pas à voir comment il renaît sous nos yeux. Mais j'ai noté une autre citation, vous reprenez Jean-François Kahn, qui écrivait on reconnaît un extrémiste de droite au fait qu'il nie l'existence de l'extrémisme de droite. Et je me posais une question, est-ce que on n'entre pas nous aussi dans un piège qui voudrait que on prétend vous et moi et nos rédactions et le camp national au niveau politique ne pas être d'extrême droite parce que la gauche dit qu'on est d'extrême droite. C'est-à-dire que on refuse que la gauche le dise de nous et donc ça justifierait qu'on n'est pas d'extrême droite. Est-ce qu'on tombe pas dans ce piège? C'est pas une question de piège. Je crois avoir démontré, peut-être est-ce votre cas, mais je pense pas. Je pense avoir démontré, à tout le moins j'ai essayé de le faire, que c'est parce que vous savez, ce livre-là s'inscrit dans la suite de mes travaux antérieurs aussi, où je m'intéresse beaucoup justement au système de catégorisation politique. Je pense que c'est fondamental, au système d'étiquetage politique. Donc non, si vous me demandez de me définir intellectuellement, politiquement, je peux le faire sans la moindre gêne. Alors ça va commencer ailleurs que chez vous. Je suis un indépendantiste québécois d'abord et avant tout. Un nationaliste québécois, parce que chez moi, le mot nationaliste n'a pas la même signification qu'en France, je prends la peine de le dire. Ensuite, sur le plan philosophique, je suis un libéral conservateur. Libéral, pourquoi? Parce que je tiens à la démocratie libérale fondamentalement. Conservateur, pourquoi? Parce que je pense que la démocratie libérale s'ancre dans un patrimoine de civilisation sans laquelle elle risque de se calcifier, on pourrait dire de s'assécher
et finalement de s'autodétruire. Bon. Sur le plan civilisationnel, je suis un occidental, donc faites la liste, mais donc c'est pas une question de parce que la gauche le dit, non, moi je me fais un devoir de ne pas me penser en fonction des catégories fixées, interdites, autorisées par la gauche. Ensuite, pour ce qui est de Jean-François Kahn, parce que vous le mentionnez, il fut un temps où c'était un homme intéressant et c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. C'est-à-dire, ça fait très longtemps qu'il n'a pas dit quelque chose d'intéressant. Et de ce point de vue, cette espèce de réflexion, c'est un signe d'une pensée nécrosée. C'est pas vraiment intéressant, soyons sérieux. Mais c'est en plus une méthode c'est une méthode d'enfant à l'école primaire. Si tu dis que ça n'existe pas, c'est que t'en es là. C'est pas sérieux. Mais bon, c'est une méthode comme une autre pour être capable. Mais vous savez, ça représente un peu ce courant de pensée qui a cru incarner une forme de liberté de ton des années 90, 2000 et tout ça, qui était dans la semi-transgression de la rectitude politique ou du politiquement correct, et qui aujourd'hui, alors que des gens remettent vraiment en question le politiquement correct, c'est une ligne qui est un peu déstabilisé, parce que d'un côté, ils ont perdu leur rôle. Je veux dire, ils disaient à moitié des choses qu'ils n'osaient pas vraiment assumer. Et aujourd'hui, des gens disent vraiment ce qu'ils pensent, ils sont un peu décontenancés. Et donc, ils se cherchent un positionnement médiatique, ils ne le trouvent pas. Puis pour conserver leur respectabilité, puis ils rentrent dans la grande croisade contre l'extrême droite avec une qualité intellectuelle assez moyenne. Alors, est-ce qu'on n'a pas, si je voulais me faire l'avocat du diable et mettre un petit peu d'honnêteté, est-ce qu'on n'a pas quand même réussi à renverser, vous savez, et je lis beaucoup d'essais là-dessus, et on est toujours les premiers à dire que nous menons un combat contre une gauche intellectuelle qui opprime le débat public, qui est partout dans les universités, etc. Est-ce qu'on n'a pas quand même aujourd'hui réussi à renverser la vapeur? On a une des premières chaînes d'infos de France, CNews, on arrive quand même à faire prévaloir nos idées, on y arrive dans le débat public. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas la droite qui domine intellectuellement? Est-ce que finalement, le seul levier qui nous manque, c'est le levier politique, puisque c'est vrai qu'au niveau politique, la droite ne domine pas, sauf, alors peut-être exemple récent, la gauche a expliqué que le RN avait fait passer ses idées sur la loi immigration, mais est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas, nous, devenus les dominants? Vous vivez dans un monde qui n'est pas le mien, cher ami. Premièrement, je prends la note, je note, parce que c'est important, qu'à l'échelle européenne, qui est un lieu important de souveraineté aujourd'hui, et pas seulement, l'assimilation de tout propos national conservateur, disons ça ainsi, à des propos haineux, ça s'inscrit dans un nombre croissant de lois nationales, en Irlande, en Écosse. L'Union européenne elle-même est dans cette logique. Premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Ensuite, si je ne me trompe pas, en France, il suffit que vous remettiez en question certaines thèses, que vous heurtiez, en fait, vous rappeliez certaines évidences pour que vous retrouviez devant les tribunaux assez régulièrement. Vous pouvez passer une partie importante de votre vie devant les tribunaux pour avoir la fameuse 17e chambre, pour avoir remis en question, pour avoir blasphémé en quelque sorte. Ensuite, posons la chose autrement, la chaîne à laquelle vous faites référence, CNews, eh bien, on a une ministre de la Culture, je ne sais pas si elle le sera encore au moment où cette émission sera diffusée. A priori, elle est sur la sellette dans le cadre du remaniement. Mais elle, très ouvertement, elle a envisagé la fermeture de cette chaîne. Je m'excuse, mais on imagine ça dans une république soviétique, ex-soviétique au nom imprononçable. En France, en démocratie libérale, aujourd'hui, on envisage ça. De la même manière, la même ministre de la Culture, quand Geoffroy Lejeune, dont on a déjà parlé, a été nommé au JDD, elle se mêle des choix rédactionnels en disant « je me désole de cette nomination ». Donc le pouvoir politique dit « cette nomination cause problème à l'orthodoxie, à notre lecture de la démocratie ». Ensuite, j'ai donné l'exemple de ces citoyens qui se voient privés de comptes bancaires, qui se voient des associations qui se font dissoudre, des manifestations qui se font interdire parce que étiquetées d'extrême droite. On l'a vu, j'en parle dans le livre à Ariel Mont, une manifestation contre l'installation de camps de migrants. On peut être d'accord ou non, la question n'est pas là, mais la manifestation était interdite parce que l'association était associée à l'extrême droite. Le colloque Dominique Vénère, qui a été interdit. Alors moi, ça me frappe. Dominique Vénère, historien de sensibilité révolutionnaire conservatrice, je précise, parce que c'est important de le dire, c'est pas du tout mon école de pensée, c'est pas mon univers mental. Mais je suis un libéral, moi. Donc, je défends le droit aux gens qui pensent pas comme moi de s'exprimer publiquement. Comme Voltaire. Oui, ou comme tout esprit déraisonnable et éclairé. Voltaire, c'est une personne plus complexe, un intellectuel plus complexe qu'on le disait. Mais je crois vraiment, même si des gens que j'apprécie, qu'on apprécie ou non, ont le droit de s'exprimer. Le colloque Vénère, pourquoi a-t-il été interdit? Parce que pourrait s'y tenir des propos
contraire à la loi Pleven, un instant, pourrait s'y tenir des propos. Autrement dit, c'est le film Minority Report, un rapport minoritaire. Donc, c'est pré-crime. On croit que vous allez peut-être faire quelque chose, donc on vous arrête à l'avance. Donc ça, je m'excuse, mais il y a un dispositif juridique de restriction de la liberté d'expression qui se déploie partout en Occident, qui frappe la France aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ne va pas du tout dans le sens de votre analyse. Et j'ajouterai une chose, mais ça peut-être, la lecture de l'histoire nous éclairera. Moi, j'ai une formule que je répète depuis longtemps, vous me pardonnerez de vous l'infliger à nouveau. La gauche était si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être critiquée pour se croire assiégée, et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Corrigez-moi, mais partout en Occident, dans les programmes scolaires, on impose la théorie du genre. Corrigez-moi, mais partout en Occident, au nom du droit, ou d'une conception dégénérée de l'état de droit, dénaturée de l'état de droit en fait, on impose, on nous oblige à accepter l'immigration massive. Alors, je ne sais pas, partout en Occident, on assimile à l'extrême droite les mouvements qui contestent justement le gouvernement des juges. Donc, je ne sais pas où vous croyez dominant, mais si tel est le cas, invitez-moi à cet endroit quant à moi, je ne le connais pas. Alors, c'était volontairement provocateur parce que je voulais précisément vous en emmener là parce que on voit de plus en plus régulièrement dans des mouvements militants ou chez certains analystes de la vie politique, notamment à droite, dire c'est bon, on a gagné, les Français sont avec nous, Marine Le Pen est assurée de gagner en 2027. Donc vous en faites la démonstration contraire. Il reste encore énormément de combats à mener, comme vous venez de le dire, et la gauche est encore dominante dans plein de secteurs. Sur un autre sujet, je me souviens d'un quelqu'un que vous connaissez bien, Éric Zemmour, qui lui parlait déjà à l'époque une espèce de sainte trinité, pour en revenir au wokisme, entre islamisme, ultralibéralisme, marché, et LGBT, auquel il associait les woke. Vous, on a l'impression de parler plutôt, et en reprenant vos essais précédents, votre sainte trilogie à vous, si je pourrais me permettre, ce serait multiculturalisme, racialisme et finalement totalitarisme. Est-ce que c'est la même analyse qu'Éric Zemmour ? Je ne crois pas que c'est la même, d'autant que si c'était la même, je me contenterais de lire ses livres sans écrire les miens. Non, je pense que plusieurs cherchent depuis un bon moment à nommer cette mutation totalitaire du monde occidental. Il y a plusieurs qui cherchent et des gens très différents. Je pense qu'on peut trouver une partie des travaux, par exemple, de Marcel Gauchet, dont on parlait plus tôt, s'inscrit dans cette volonté de comprendre le changement d'époque. Pierre-André Taguieff mène un travail de cette nature. Éric Zemmour, effectivement, lorsqu'il était du côté journaliste, essayiste, intellectuel, était dans cette ambition. Alain Finkielkraut cherche à comprendre Vincent Cousdière. Donc, et chacun avec son angle d'analyse, je dirais. Moi, ce que je cherche à faire, et c'est presque une question de méthode, moi, je pense à la fois le basculement sur en fait, à la grandeur du monde occidental, parce que je pense qu'en ces matières, il y a une espèce de dynamique idéologique qui traverse le monde occidental. Deuxièmement, je cherche à le penser à la lumière de la question du régime politique. Moi, je suis très aristotélicien en philosophie politique. Je crois au primat du régime politique. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et c'est le drame des années présentes, c'est que la démocratie libérale, à laquelle, je le dis, je suis très attaché, a été véritablement renversée, mais sans qu'on ne le dise. C'est-à-dire qu'on a réinterprété l'ensemble de ces concepts à la lumière de ce que j'appelle la révélation diversitaire. La révélation diversitaire, c'est-à-dire l'Occident est fondamentalement mauvais, à tout le moins depuis 1492, l'expansion européenne, peut-être même avant. Il est fondamentalement mauvais et dès lors, il doit être déconstruit et même détruit pour que puisse émerger une diversité émancipatrice. Bon. La démocratie libérale a été réinterprétée à cette lumière et de ce point de vue, elle a été véritablement neutralisée, ensuite falsifiée, ensuite dénaturée, ensuite abolie, mais le drame est en l'occurrence derrière une continuité institutionnelle. Donc, les institutions sont encore là, mais prenez le Parlement, le pouvoir politique qui a été vidé de son pouvoir transféré vers les tribunaux, pouvoir transféré vers l'expertocratie, pouvoir transféré vers la bureaucratie, vers les juges, vers les médias. Donc, on a encore un théâtre institutionnel qui ressemble à peu près à celui qu'on connaissait auparavant, mais il y a une redistribution du pouvoir dans ces institutions, ce qui fait que certaines, par exemple, les élections auxquelles vous êtes attachés, auxquelles je suis attaché, sont très importantes. Eh bien, on vote, mais on nous explique au moment de voter que finalement, le vrai pouvoir n'est plus là, parce qu'il a été... Donc ça, pour moi, c'est un changement de régime. Donc pour moi, ce que je pense, je cherche à penser à la fois, c'est une question qui m'a toujours obsédé, Guglielmo Ferrero, dans Génie, dans Pouvoir, les génies invisibles de la cité, cherchait à comprendre l'évolution des principes de légitimité dans l'histoire. C'est une question qui m'obsède, la question de la légitimité en politique. Si j'étais dans un monde
moins agité, où, par exemple, le Québec serait déjà indépendant, que l'Occident aurait retrouvé une forme de tranquillité d'âme, et je pourrais redevenir un universitaire tranquille qui se mêle de ses affaires. Je me passionnerais pour la question de l'histoire des principes de légitimité. Donc, l'histoire des principes de légitimité, plus la question des idéologies dans la modernité, plus la tentation totalitaire qui est au cœur de la modernité, plus la question du régime, ça, c'est mon petit angle à moi pour aborder ces questions, mais je sais qu'il y en a d'autres. Alors, on a parfois du mal à percevoir et à imaginer quelle pourrait être la finalité de tout ça. On parlait tout à l'heure, vous parliez des vrais régimes fascistes et nazis qui ont existé. Il y avait une véritable finalité, une vraie vision de l'homme, de l'humanité, avec l'arianisme par exemple. Quelle serait, vraiment on a du mal à comprendre parfois quelle pourrait être la finalité de ce monde totalitaire mais au sens wokiste, puisqu'en plus on peut imaginer qu'il y aurait quand même des affrontements intersectionnels entre, vous voyez hein, dans le monde oriental, entre les woke, les LGBT et le monde arabo-musulman. Finalement, est-ce qu'on peut s'attendre à un monde qui va se détricoter tout seul et que finalement ça explosera et il vaut mieux les laisser faire, ou est-ce que ça va être une forme de paradis? Je crois dans une autre interview, vous l'aviez expliqué, on nous promet une forme de paradis. Non, moi, en fait, le wokisme, mais moi, ça dépasse la question du wokisme. D'ailleurs, je le dis dès les premières pages du livre. Le wokisme, pour moi, est un moment d'accélérateur historique. Hein. C'est le 1793 du régime qui va permettre le totalitarisme. C'est un accélérateur historique pour balayer les contradicteurs et tout ça, mais je m'inquiète. Le wokisme, en plus, il y a un côté... On sait ce que ça désigne. J'ai pris la peine dans mon livre précédent de le décrire le mieux que je pouvais. S'ajoute à cela, c'est presque une caricature, c'est normalement des jeunes hurlants aux cheveux bleus on sait à quoi on pense au campus américain. Aujourd'hui, cette idéologie-là s'est institutionnalisée. Il ne faut pas l'oublier. Dans la doctrine EDI, dans les entreprises, dans une bonne partie de la classe politique, de Justin Trudeau à Sadiq Khan, à Humza Yousaf en Écosse, à Mme von der Leyen, sous différents visages. Gardons ça à l'esprit. Ensuite, ce qui se présente à nous, c'est que le wokisme ou le régime diversitaire est tellement contraire à la nature humaine. Ça, j'en suis convaincu. À un moment donné, par exemple, la volonté de décréer les sexes. Je suis désolé, les sexes existent. C'est pas une question de volonté. Qu'il y ait des cas de dysphorie de genre, aucun problème, c'est un fait. Mais c'est un cas sur très très peu. Alors qu'aujourd'hui, manifestement, on n'est plus devant ça. Donc le réel est là. Les sexes existent, les peuples existent. Faites la liste. Mais le régime diversitaire plus le wokisme peuvent faire d'immenses ravages. Ensuite, autrement dit, il ne peut pas gagner à l'horizon lointain de l'histoire. Il va finir par tomber. Mais pendant qu'il est là, il peut tous nous faire perdre. Et il peut véritablement, il peut mutiler psychiquement 1, 2, 3 générations. On le voit déjà, c'est-à-dire il fait des ravages psychiques. Il peut ravager notre démocratie. On y est déjà. Il peut... Je parlais de ravages psychiques chez les jeunes. Il y a aussi des mutilations physiques. Il ne faut pas oublier qu'une petite partie de la jeune génération qui cède à ça entre véritablement dans un régime de mutilation physique absolument atroce. Je pense qu'il ça vaut la peine de le dire, avec le fantasme du nouvel homme nouveau, avec une génération cobaye de la théorie du genre. Révolution anthropologique. Oui. Donc, notre démocratie... Donc, ravage psychique, ravage physique, démocratie dénaturée, immigration massive qui déstabilise profondément nos sociétés. Alors qu'on n'a pas la capacité de l'intégrer. Je vais m'emmener... moi je l'ai souvent dit, on peut fabriquer un Français, un Québécois avec quelqu'un qui vient un peu partout sur Terre, pas de souci. Mais c'est une question de nombre. Michel Brunet, l'historien québécois qui citait Toynbee, dit 3 facteurs pèsent dans l'histoire, le nombre et le nombre. Alors ça, c'est la question qu'on a oubliée. Donc la question démographique plus la question des masses. Bon. Donc au terme de tout ça, cette idéologie, tout comme le communisme, va finir par tomber. Mais le jour où ça va tomber, ça va avoir fait tellement de mal, je ne suis pas certain que nos sociétés alors vont être à réparer, à reconstruire, mais vont être dans un état lamentable. Donc je pense, puis le temps que c'est là, si ça dure 1, 2, 3, 4 générations, ben je m'excuse, mais pour tous les hommes, toutes les femmes qui auront vécu ça, ça aurait été pénible. Donc il faut véritablement, je pense, tenir tête à cela. Et il y a différentes manières. D'abord, on rentre dans une époque qui produit la dissidence, qui va nous obliger à une forme de nouvelle dissidence. On peut penser, je termine le livre avec une référence à Roger Scruton, le philosophe britannique, qui avait pensé la dissidence par rapport au pays de l'Est, en participant aux universités clandestines là-bas, et qui avait cru nécessaire de reprendre l'expérience à l'Ouest ensuite. Dissidence politique aussi. L'opposition politique est absolument nécessaire.
dissidence culturelle, le fait de continuer à lire tout simplement des livres interdits, le fait de refuser de parler la novlangue propre au régime actuel, qui est la langue inclusive diversitaire, qui est en fait une forme de langue néo-soviétique appliquée aux sociétés occidentales. Donc, vous voyez, il y a plein d'actions possibles. Peut-être le fait de maintenir aussi parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une gauche qui cherche à détricoter la notion de sexe, de genre. On a l'impression aussi qu'il cherche à détruire la notion même de nation. Or, vous savez, sur la question aujourd'hui qui est abordée à l'Assemblée nationale de la préférence nationale. Or, préférence nationale veut bien dire et bien supposer qu'il y a une nation. Alors, pourquoi la gauche ne supporte pas cette notion de préférence nationale? C'est-à-dire qu'il ne supporte pas la notion même de nation? Je pense qu'il supporte, je souligne qu'il supporte très bien l'exception culturelle française, qui est une forme de préférence nationale appliquée au milieu culturel en passant. C'est intéressant parce que pour la gauche de cette tendance, je reconnais l'existence d'une gauche nationale néo-chevènementiste, mais bon, donc elle n'est pas très dominante aujourd'hui. La nation, en fait, est considérée comme une entité politique résiduelle. Donc, sa souveraineté doit être transcendée au niveau européen ou de la gouvernance mondiale. Son identité est traitée comme une identité résiduelle qu'il faudrait laisser de côté pour qu'advienne justement la diversité heureuse. On voit que ça fonctionne bien. Et donc, l'idée qu'il faille distinguer, alors toute communauté politique, mais ça, encore une fois, on remonte à Aristote, là, toute communauté politique distingue celui qui en est membre et celui qui ne l'est pas. Je suis passionné, par exemple, je pourrais te donner des exemples, je suis passionné par les élections américaines, comme tout le monde. Hein. Mais je vote pas aux États-Unis. Je n'ai pas le droit de vote aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas américain. Il y a une préférence nationale, entre guillemets, dans le fait d'avoir ou non le droit de vote. Vous avez un pronostic, entre parenthèses, pour 2020? Pour l'instant, franchement, non. Je trouve, très honnêtement, je suis passionné par ce qui se passe aux États-Unis, mais sur le mode de l'inquiétude devant la décadence de l'Empire. Et puisque j'ai ce privilège, cette chance et ce malheur tout à la fois d'être leur voisin, eh bien, quand les États-Unis vont très mal, eh bien, leurs voisins du Nord ne vont pas très bien non plus. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de ne pas être américain. Mais le fait est que vous ne puissiez pas voter, par exemple, en Roumanie, mais c'est parce qu'il y a une préférence nationale, entre guillemets, roumaine. En quel sens? Parce que tout simplement, le droit de vote est réservé aux Roumains. Mais ce que veut... Faites la liste des pays. Mais ce que nous dit la gauche, d'ailleurs, c'est avec la question du droit de vote des immigrés aux élections municipales, elle cherche même à créer une faille autour de la préférence nationale, entre guillemets, appliquée au droit de vote, en disant, mais non, au niveau municipal, même ceux qui ne sont pas citoyens pourront voter. Donc, c'est une volonté de diluer la communauté politique jusqu'à l'aplatir, et toute forme de différence entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas est pensée par la gauche comme une discrimination fondamentalement illégitime. Alors là, on n'accepte plus. Donc, pour elle, finalement, les communautés politiques sont appelées à s'aplatir. Si on croit à la diversité véritable du monde, diversité des civilisations, diversité des religions, diversité des peuples, des nations, des États, il est normal, que chaque nation que le fait d'appartenir à une nation vienne avec des droits et des privilèges spécifiques. Ensuite, nous sommes des gens civilisés, nous avons le sens de l'hospitalité, nous savons accueillir les gens qui sont de passage, nous savons accueillir les gens qui sont installés de manière durable chez nous, mais qui n'ont pas encore la citoyenneté. Tout ça, nous en sommes capables. Mais si on n'est pas capable d'accepter cette idée de base, quand celui qui est citoyen, celui qui ne l'est pas, il y a une différence de statut, parce qu'on n'accepte plus l'idée même de nation. Alors en conclusion, peut-être Mathieu Bock-Côté, de cet entretien qui est aussi passionnant que peut-être inquiétant, en tout cas plus réaliste que pessimiste, est-ce que néanmoins vous auriez, et peut-être pour marquer ce début d'année 2024, une note d'espoir, une touche d'espoir, quelle pourrait être notre clé de résilience et de résistance, peut-être un mot pour l'année qui s'ouvre et pour la France dans les années à venir? Du point de vue de l'espérance, il y en a. C'est-à-dire, même dans les moments les plus tragiques, à l'échelle de l'histoire, la France a toujours su renaître. On peut s'accrocher à cette espérance que même quand on touche le fond, il arrive qu'on rebondisse. Ensuite, l'autre possibilité, c'est quand on touche le fond, il peut y avoir une pelle et on continue de creuser. Ça, c'est possible aussi. Non, je pense qu'il faut s'interdire le désespoir intellectuel. Il faut chercher à voir de quelle manière une société est traversée par une aspiration à la renaissance. Il faut surtout faire ce qu'on a à faire. Moi, là-dessus, j'ai une vision assez... comme tout le monde, j'ai une part de romantisme politique. J'aime les grandes aventures qui permettent à un peuple de renaître. C'est pas pour rien que je suis aussi attaché au gaullisme, je suis aussi attaché à Churchill, je suis aussi attaché au nationalisme québécois. Bon, tout ça, ça me parle. Mais je pense que pour l'instant, que chacun fasse son travail simplement. C'est-à-dire que les journalistes travaillent honnêtement à décrire la réalité telle qu'ils la voient,
que les politiques cherchent à défendre le bien commun, l'intérêt public, tout en sachant que ce ne sera jamais une utopie, mais qu'ils défendent au mieux possible ce qu'ils croient juste pour leur pays sans se laisser intimider par les médias, que le commun des mortels exerce sa liberté et retrouve la capacité de ne pas vivre selon les prescriptions idéologiques dominantes. Et en dernière instance, moi je le dis un peu à la fin du livre, mon espoir de résistance, mais c'est peut-être pas juste pour 2024, c'est la nature humaine. La nature humaine est une nature qui a quand même des limites à on ne peut pas la falsifier indéfiniment. L'être humain, c'est distinguer un homme d'une femme, c'est ce que veut dire être maître chez soi et devenir étranger chez soi, c'est distinguer entre d'un côté l'éloge de l'indéterminé sexuel et de l'autre côté l'altérité sexuelle qui fait qu'on est emporté par le désir, l'essence, le plaisir. Donc je pense que l'être humain en lui-même est réfractaire à l'homme nouveau, est réfractaire à son reconditionnement idéologique. Donc je me tourne vers la bête humaine dans ses grandeurs et ses misères, capable du mieux comme du pire, du médiocre, de l'ordinaire, de l'exceptionnel. La bête humaine, rassemblée ensemble sous le signe du banquet, est capable de retrouver un certain plaisir de l'existence. Ça demeure le principe de résistance à ce délire qui nous tombe dessus. Ben, c'est magnifique, Mathieu Bock-Côté. Merci beaucoup pour cette poésie verbale et intellectuelle. Je rappelle le nom de votre livre, donc c'est Le totalitarisme sans le goulag, aux éditions La Cité. Merci beaucoup d'être venu chez nous, chez Boulevard Voltaire. J'en profite pour remercier à travers vous l'ensemble de la rédaction aussi de CNews. Vous intervenez souvent, et de souhaiter à nos lecteurs, nos spectateurs les plus fidèles une très belle année 2024. Au nom de Gabriel Cluzel, Marc Baudrier et l'ensemble de la rédaction de Boulevard Voltaire, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons dépassé le cap des 120 000 abonnés. On compte sur vous pour atteindre très bientôt les 200 000 abonnés. Pensez également à vous abonner à notre compte Twitter où nous atteignons les 100 000 abonnés. Merci à tous et très bonne année 2024. À très bientôt.